Là, j'apprends aussi à ralentir et à revenir à un rythme plus organique, plus biologique, Ah plus ouais, justement dans ce qui nous amène aujourd'hui, mais plus dans le consentement. ben oui, c'est ça. Et en vrai, ça fait énormément de bien. Mhm. Sex Pense, un podcast qui te propose des interviews de personnes qui ont une sexualité alternative. Salut, je suis Lorraine Cosno, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple et aujourd'hui, j'interviewe une personne toute particulière pour t'aider à découvrir la sexualité sous un autre jour. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais au final, qui n'est pas forcément très sexy de prime abord, et pourtant, en vrai, ça peut très bien faire partie de quelque chose de très sexy et qu'on peut inclure facilement dans nos conversations. C'est le consentement. Et pour parler du consentement, j'ai avec moi une femme extraordinaire que j'adore, qui s'appelle Karine Morer. Mais est-ce que tu veux nous en dire plus sur toi? Parce que je suis pas sûre que tous mes auditeurs et auditrices te connaissent. Alors, oui, ben, je m'appelle Karine Morer, Maurer. Je suis mentor, facilitatrice de conscience pour les professionnels du soin, de la santé, de l'accompagnement. Je les aide et je les accompagne à s'ajuster avec leur propre zone de consentement et de non-consentement pour que leur approche à l'autre se fasse toujours dans le plus grand des respects, à la fois pour eux-mêmes en tant qu'accompagnants ou professionnels de la santé et la personne soignée ou le patient. Voilà. Donc, je leur permets en fait de goûter ce que ça veut dire le consentement conscient et vivant dans le corps. Dans le corps. Voilà. Oui, je pense que c'est un terme qui va revenir pas mal de fois dans le corps, le consentement dans le corps. Je pense que c'est hyper important. Juste dire oui, ça n'est pas forcément suffisant. Pour ma part, du coup, au cas où tes auditeurs et auditrices ne me connaissent pas non plus, je m'appelle Lorraine Cosno, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple et j'accompagne les couples dans leur épanouissement sexuel et dans la découverte de sexualités alternatives quand ça les intéresse. Mais du coup, j'ai une question. Je pense que c'est pas forcément quelque chose d'évident à comprendre pour tout le monde, parce qu'on parle de consentement beaucoup aujourd'hui, notamment parce que c'est à la mode, et puis que ça revient avec la communauté LGBT, avec les communautés BDSM, de, voilà, qu'est-ce que le consentement? Comme on l'a vu, c'est aussi un consentement de corps, ça n'est pas seulement dire oui, mais du coup, qu'est-ce que c'est le consentement? Ah, qu'est-ce que c'est que le consentement? Alors, ça peut être un bout de papier qu'on a signé, d'accord? Oui. Ça peut être une parole que l'on a donnée, et puis ça peut être pour moi le nec plus ultra du consentement, celui qu'il devrait être naturellement, c'est celui que l'on ressent dans le corps. Mais encore pour le ressentir dans le corps, encore faut-il que la conscience soit dedans. Qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir dire, pour pouvoir poser un vrai oui et un vrai non à partir d'un ressenti corporel, d'une sensation corporelle. Et comme on vit en Occident avec une population qui est à 95% sidérée, c'est-à-dire que les gens ne sont pas en conscience de leur corps, alors s'ils font bien du sport, ils vont bien à la salle de muscu, il faut développer couché, des squats, des abdos fessiers. Je dis ça parce que j'ai Oui. été prof de fitness pendant des années en étant sidérée, hein. C'est pas parce que tu fais du sport que tu travailles ton corps que tu n'es pas sidéré, hein. Au contraire, hein, ça peut même renforcer la sidération. Voilà. Mais l'idée, ça va être vraiment de poser, de savoir relier ton ressenti émotionnel à la sensation corporelle. Sauf que Mm. souvent, on a été coupé de notre perception corporelle et en plus de nos émotions, ce qui fait que les deux, en fait, ne sont pas reliés. Oui. Pour moi, un vrai oui prend appui, il y a un élan du corps, en fait. Il y a quelque chose où dans le fascia, ça se goûte à l'intérieur, ça.
c'est comme s'il y avait une expansion presque des tissus où l'eau en fait se met presque à vibrer à l'intérieur. Et quand c'est non, il y a vraiment une rétractation, il y a quelque chose qui se fige, qui se contracte ou qui se tortille. Et ça, je t'expliquerai peut-être un peu ça un peu plus tard. Non, non, mais c'est vrai qu'on est quand même... on est composé à 70 à 80% d'eau, hein. On n'est pas Mhm. non plus autant rempli d'eau qu'une tomate, mais pas loin. Oui, ben c'est ça. Et les vibrations, les champs énergétiques, tout ça, même si on n'y croit pas, ça nous influence. On le voit dans les démonstrations scientifiques. Et le consentement, ça amène une vibration. Quand on n'est pas dans son consentement, je pense que beaucoup le sentent, mais peuvent le justifier par ah bah c'est juste que je suis stressée, parce que c'est mon rendez-vous, ou c'est parce que j'ai peur, ou c'est parce que moi j'ai des appréhensions, ou non, mais c'est juste parce que voilà, il y a beaucoup de circulation, il y a du bruit, je suis fatiguée, tout ça. Et on se pose pas forcément la question de ok, là je me sens pas forcément alignée, je me sens pas forcément bien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est juste environnemental ou est-ce que c'est vraiment lié au fait que j'ai l'impression de me faire violence et que en fait je suis dans le déni, quoi. Absolument. Mm. J'invite toujours les personnes à se poser dedans, en fait. Quand on est Mm. dans ce flot de la vie, avec la circulation, le stress et tout le machin, l'idée, c'est, avant de donner une réponse, c'est de se poser dedans, de prendre le temps, le prendre le temps. D'ailleurs, je dis toujours le consentement, les trois clés du consentement, c'est le temps, parce que le temps est nécessaire, l'espace, il y a un espace pour pouvoir créer justement une séparation entre l'autre, le désir de l'autre, et puis moi, mon propre espace à moi et mon propre désir, et le lien, la qualité du lien qui va être tissé entre les deux. Et très souvent, en Ouais. fait, ben, on ne prend pas le temps de se poser, donc en fait, on pose des oui ou des non à partir d'un espace qui n'est pas du tout ajusté, qui n'est pas ressenti. On est un peu encore un peu dans une espèce de tourbillon, mais on n'est pas dans cette claire ressentance avec soi-même. Oui, 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 totalement. Je trouve ça hyper intéressant et très pertinent, puis lourd de sens, tout ce que tu partages. Et du coup, il me vient une question, tu vois, comme on parle d'environnement, de contexte aussi, où on est en capacité de se poser des questions sur le consentement. Quel impact ça a dans notre vie à partir du moment où on se pose réellement la question de est-ce que je suis consentant ou pas à telle interaction, à telle décision, à tel échange, à telle euh, prise de choix dans ma vie? Ben, je pense que le consentement corporel, c'est un muscle. Être à l'écoute d'être à l'intérieur, être en présence consciente et consentante à l'intérieur. Quand je dis consentante, c'est consentante d'être à l'intérieur, hein. C'est Mm. vraiment un muscle et ça demande, c'est un apprentissage de toute une vie en fait, hein. Parce que quelquefois, on peut être vraiment... c'est OK aussi d'être complètement décentré, hein. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. L'idée, c'est d'avoir quand même ce muscle, de nous ramener vers l'ajustement intérieur, vers cette sensation où j'en suis dans mon rapport à mon consentement personnel, de moi à moi-même. Voilà. Et moi, mon job, c'est d'accompagner les professionnels de la santé, de l'accompagnement euh, et du soin à muscler leur propre rapport à eux-mêmes, leur propre champ de consentement et de non-consentement. Mais c'est un entraînement. Et je passe énormément par la conscience du bassin, parce que c'est un espace dans lequel finalement, au-delà du sexe, c'est l'espace finalement à qui on a demandé le moins, euh, il y a eu le moins de respect. Parce que ça fait partie presque de la tradition, hein, de pas être dans Mm. son bassin, d'être à côté de la conscience de son bassin, d'où toutes les douleurs et toutes les manifestations désagréables qui peuvent se dérouler par là. Euh, mais voilà, la conscience au bassin, pour moi, je te donne un exemple, Lorraine. Quand je suis avec une personne qui peut être un petit peu dans une énergie un peu trop, tu sais, yang, pénétrante et qui voudrait un peu avoir une forme d'emprise, Ouais. automatiquement, dans mon bassin, je sens que c'est comme si je me tortille. C'est pas quelque Mm. chose de conscient, c'est-à-dire que mon corps,
lui, ça y est, il a déjà senti voilà, mon eau, l'eau de mon corps ressent qu'il y a quelque chose qui essaie de s'accrocher pour prendre, tu vois. Hmm. Et mon corps, moi, me donne toujours cette information-là où, voilà, les gens qui ne vont pas me voir, mais voilà, je me tortille. Là, c'est comme si j'essayais d'éviter quelque chose. Quand je commence à Ouais. être de travers aussi, tu vois, ou quand j'essaie, tu vois, corporellement, quand d'un coup je me mets à me reculer, ou je sens corporellement, moi je suis très à l'écoute des réactions de mon corps et de me Hmm. voir en fait, de me voir faire. Je m'observe faire et j'écoute en fait les réactions du corps. Voilà. Ok. Ouais, c'est hyper. Au final, ce qui est important, au-delà du consentement intellectuel, hein, de ce que je comprends, c'est non pas juste d'officialiser avec soi-même consciemment un oui, mais d'écouter son corps et de se rendre compte de si j'ai fait un mouvement de recul malgré moi, sans m'en rendre compte, c'est qu'il y a un truc qui me chafouine et où au final je suis pas encore réellement consentante, donc peut-être qu'il faut que je gratte un peu. Si je suis en mode ah ouais, pourquoi pas, je sais pas, c'est que je suis pas non plus dans mon consentement. Si J'aime beaucoup ce que tu dis là. Quand tu dis ah ouais, pourquoi pas, je sais pas. Pour moi, ouais. le pourquoi pas, il vient, si tu veux, une fois qu'on est conscient qu'une porte, elle peut être ouverte et fermée, mais surtout fermée. Hmm. Souvent, les gens sont dans un pourquoi pas sans avoir conscientisé leur zone de non-consentement, le non. Pour moi, Oui. pour qu'une porte s'ouvre, il faut d'abord qu'elle puisse être fermée. Les gens, si tu veux, sont souvent dans une posture d'une sidération un peu tous azimuts où il n'y a pas eu de porte. Il n'y a pas eu, en fait, la construction psychique n'a pas eu de porte. Ce qui fait Hmm. que bah, ils se mettent dans du pourquoi pas, alors que finalement, c'est pas pourquoi pas, c'est un oui, puisque la porte n'a pas été construite. Hmm. Je ne sais pas si tu me suis. Si, si, c'est comme si en fait on n'avait pas eu de bornes, de limites prédéfinies. Absolument, Du coup, absolument. on est dans un jardin complètement ouvert, il n'y a pas de barrière, de clôture. Exactement. Il n'y a pas Et du cette coup, c'est notion, forcément un oui, c'est mais ça. avec un peu d'appréhension, quoi. Je te donne cet exemple parce que c'est le mien. Moi, je viens de l'espace de l'inceste, des abus et du viol. Je viens de ce terreau-là. Hmm. Et toute mon œuvre aujourd'hui, je la construis par rapport au fait que j'ai été dans cette structure tous azimuts, où finalement, ma normalité, c'était qu'il n'y a pas de porte. Donc, il y en aura pour tout le monde. Hmm. Et Oui, mon job à moi psychique, ça a été de commencer justement à créer, comme tu l'as dit, hein, des barrières dans le jardin, des sas où là on commence à rentrer en résonance avec moi, avec mon champ vibratoire et avec mon corps, et d'apprendre justement à sentir ces différents espaces à la fois à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Toi, dans l'inceste, pour moi, il y a eu vraiment une confusion-fusion entre mon corps et celui de mon père. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence psychique entre mon corps et le sien. Ce qui fait que bah, Hmm. j'étais, en fait, je n'ai pas, je me suis structurée sur la confusion et la fusion. Oui. Quand tu te structures sur la fusion-confusion, en fait, il n'y a pas de barrière. Et Bah il n'y a oui, pas d'intimité non plus, puisque ton intimité appartient à l'autre. oui, Or, l'intimité, elle est nécessaire pour la construction de l'identité. totalement. Bah Et oui, mais ça, tu c'est vois, même c'est... crucial parce que c'est des choses qu'on apprend normalement, même tout petit, parce que justement c'est tout petit qu'on construit son identité, qu'on construit ses limites à l'autre, où justement on identifie ces différents cercles, le cercle intime, le cercle convivial, familial, et puis ensuite le cercle social qui est plus étendu. Mhm, Mais quand on n'a pas cette construction, même cette notion, mhm. parce que le cercle intime, c'est vraiment, bah, il y a presque 0 centimètre entre toi et moi. On ne fait presque que un. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, il y a besoin d'un accord pour ça. Mais quand on n'a pas cette notion, bah, comment dire stop au reste, quoi. Tu es dans la structure tous azimuts. Donc, en C'est fait, ça. psychiquement, tu es formaté, si tu veux, à être disponible, à l'espèce de livre ouvert où tout ce que tu ressens, tout ce que tu es au plus profond, bah, est disponible à n'importe qui.
et n'importe quoi. Et il y a également, j'ai déterminé donc la structure tous azimuts, c'est-à-dire qui est la mienne, et il y a la structure hyper blindée, c'est-à-dire où là, on est quand même dans quelque chose de très figé, très dur, c'est-à-dire que la protection, ça va être de se construire un espèce de mur de protection tout autour. Enfin, les fascias sont vraiment très durs, les os sont durs. C'est une façon de se protéger aussi. Et là, on est vraiment sur la structure hyper blindée, mais au moins là, il y a des portes, il y a des, comment te dire, il y a des barrières. C'est plus même des Oui. barrières, c'est vraiment des blocos, tu vois, des blocos de protection. Je vois. Eh bien, honnêtement, je peux t'assurer que c'est plus facile de ramollir un blocos que de devoir construire des portes. Oui, ben ça, j'en doute pas. C'est plus facile de faire un trou dans un mur que de construire un mur, même physiquement, ça met beaucoup plus de temps. Voilà, donc c'est pour ça, moi, dans mon travail, dans mon œuvre, mon job à moi, ça va être de déterminer en fait à quelle structure j'ai, sachant que les deux peuvent se mélanger, structure tous azimuts ou structure de porte hyper blindée, euh, pour que justement on puisse déterminer ensemble la façon dont on a sidéré en fait. Parce que dans la sidération, Mm. donc la sidération, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on met la conscience à côté de soi. En fait, on ne veut plus, on ne veut pas ressentir parce que le système nerveux, en fait, pour lui, c'est trop violent de devoir ressentir les informations qui sont données, en fait. Donc, c'est comme si on se met, il y a une forme de, on met à côté, d'accord? Oui, Et très souvent, par exemple, les personnes qui n'ont pas de souvenirs d'enfance ou voilà, ça peut être je ne sais pas. Tout à l'heure, tu disais je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, c'est de la sidération ou je n'ai pas de souvenir d'enfance, ça c'est de la sidération. Et en général, ces gens-là, ils vont mm. avoir un énorme travail à faire sur de réintégration de la conscience dans le corps, mais de la conscience intellectuelle, c'est-à-dire presque cognitive, de la neuroplasticité à ressentir mon corps. Si je commence à m'autoriser à ressentir mon corps, je vais pouvoir peut-être commencer aussi à ressentir les émotions qui sont dedans. Oui, mais c'est très important ce que tu dis. Moi, j'ai pas mal de clients qui vivent ça, qui se sont déconnectés volontairement petit à petit de leur corps par réflexe de protection, Oui, ou dans leur enfance, ou euh, bah, comme beaucoup malheureusement dans l'âge adulte, dans la jeunesse, ayant vécu des abus, des violences et ce genre de choses, ou juste des relations toxiques, même amicales et professionnelles, parce que trop dur à gérer, trop compliqué et comme tu dis, sidéré, dépassé par cet environnement, ce moment, toutes ces choses qui se passent et pas en capacité de comprendre sur le moment, du coup, préférant carrément tout couper pour se protéger et se dire, bah, au moins, si je coupe tout, je souffre pas. Sauf ouais. que, en vrai, bah, c'est faux. Je donne toujours l'image entre le corps et un magasin. Quand il n'y a pas le vendeur à la caisse dans le magasin, Mm. forcément, tu attires les voleurs, hein. Oui. Dans le corps, c'est pareil. Si tu n'es pas à la caisse, c'est-à-dire dans ton bassin, hein, en imaginant que la caisse, ce soit le bassin, tu attires Mm. forcément, si tu n'es pas dedans, tu attires forcément les vampires, les voleurs. Et l'idée, c'est qu'on vit dans une société où la conscience du bassin n'a pas été, si tu veux, une normalité psychique, puisqu'on vient d'un système judéo-chrétien où on nous a un peu expatriés de cette conscience-là. Et pour cause, on se retrouve maintenant avec une société complètement névrosée à côté de ses ponts, complètement des tronches, mais pas du tout des gens conscients et vivants dans leur bassin. Et pour moi, le consentement doit être ressenti dans cet instinct, hein. Le consentement il y a un instinct animal. Quand tu viens dans ton bassin, dans ce bassin, il y a cette animalité, hein. Et Oui. l'idée, c'est de regoûter à cette. Moi, j'aime beaucoup l'image de la louve intérieure qui sent absolument le danger, qui arrive un peu avec sa boussole intérieure à se diriger vers le gibier, vers les événements qui vont plutôt être porteurs de vie plutôt que porteurs de mort ou de victimisation, tu vois. Et l'idée, c'est d'inviter les gens. euh,
en tout cas le peuple occidental, à redescendre dans cet instinct-là, à venir se reposer dedans pour pouvoir sentir, tu vois, se ressentir, qu'est-ce qui se passe là-dedans, quels sont les enjeux qui sont là. Et souvent, ce que je remarque aussi, ça me fait penser à ça, c'est que on est dans un état de sidération, mais qui dure depuis des siècles, hein. C'est-à-dire que nos parents étaient déjà sidérés, nos grands-parents étaient déjà sidérés aussi. Donc, c'est une suite de personnes, on est la conséquence d'une succession de personnes qui étaient sidérées. Ouais, ouais, mais le transgénérationnel a beaucoup d'impact, hein. Il y a des études sociologiques qui montrent qu'il faut au moins 3 générations, si ce n'est 50 ans, pour se défaire d'une blessure transgénérationnelle à partir du moment où on en prend conscience et qu'on est en capacité de désamorcer cette blessure. Donc t'imagines, tant qu'on reste dedans, au final, ça ne fait que continuer de nous pourrir, entre guillemets, de génération en génération, sans qu'on y fasse même attention. Mais je trouve un truc hyper intéressant par rapport au bassin, et tu vois, je viens de le conscientiser en t'écoutant, mais je me dis qu'en fait, notre époque, même au niveau médical, n'invite pas à ça, parce que on va vers même une généralisation de l'ambulatoire, et au niveau des accouchements, typiquement, on fait de plus en plus de césariennes, et c'est même en train de devenir une norme. Et par la césarienne, on n'accouche pas par le bassin. On fait pas passer l'enfant par le bassin. Alors bien entendu, c'est pas toujours possible. Des fois, on a juste pas le choix que de faire des césariennes. Mais je pense que même ce geste, tu vois, de se dire c'est plus facile, on va ouvrir le ventre, on va prendre l'enfant, et puis c'est pas grave, après on cicatrise, etc. Et en soi, il y a énormément de femmes qui vivent bien derrière, c'est pas un très souci. rare. Malgré tout, C'est très rare. violent. On est quand même en train de nous couper en deux. C'est ça. Et puis, on passe pas par par ce chemin naturel, mine de rien, même au niveau des chakras, hein, il y a le chakra sacré. On passe du coup pas par le sacré. Et il y a beaucoup de choses qui jouent, hein, même au niveau physiologique. Les psychomotriciens, les ostéopathes l'ont vu, les enfants qui sont nés par césarienne versus voie naturelle, il y a une différence au niveau même juste de la motricité, tu vois. Donc je pense le consentement, on est sur une génération où on se dit le consentement, en fait, c'est crucial, c'est hyper important, mais je pense qu'on en manque même dès la naissance, tu vois. On vit dans cette culture, si tu veux, où il y en a toujours un qui impose, si tu veux, son savoir sur celui qui est censé être ignorant. Voilà. Et donc, dans le système médical, le syndrome de la blouse blanche, il a quand même énormément d'emprise sur le patient. Donc, à partir du moment où tu rentres dans un hôpital, tu rentres dans un égrégore où finalement tu es comme un peu comme dépossédé de ton propre pouvoir, comme si finalement tu n'avais plus qu'à te plier en fait à l'ordre, hein, il y a ce fameux ordre des médecins, mais il y a aussi, voilà, il y a c'est quand même un égrégore très puissant. Quand tu rentres dans un hôpital, moi je me souviens encore avoir justement dans mon deuxième accouchement, d'avoir interdit mon gynéco de me couper. De me faire une épisio parce qu'il m'avait déjà coupé la première fois et je lui ai dit je ne veux pas que vous me coupiez. Ça demande aussi quand tu rentres dans ce genre d'endroit-là et je pense que les espaces justement qui sont abusifs permettent aussi à un moment donné de nous saisir de qui nous sommes et de notre pouvoir de consentement à nous et de non-consentement. C'est-à-dire que de l'espace d'abus d'une certaine façon, quand l'individu commence à rentrer en résilience, eh bien, il va se saisir en fait d'un stop, d'un non, d'un ça suffit. Il y a comme un instinct animal, une espèce de non profond qui arrive, tu vois, et j'appelle ça le processus de sujettisation. D'un coup, il y a quelque chose qui dit non et qui dit je ne veux pas, et là, en fait, la personne peut commencer à reprendre son pouvoir. Mais on ne peut pas reprendre un pouvoir tant qu'on n'est pas reconfronté à un système d'abus. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent, c'est en revisitant d'autres espaces d'abus qui viennent, comment te dire, se coller à un premier, qui fait qu'il y a un moment donné,
il y a un instinct, je dirais presque reptilien, tu vois, qui dit, mais en fait, non, stop, ça suffit. Et c'est là où le pouvoir personnel peut vraiment se réenclencher. Oui, du coup, c'est par un débordement au final qu'on arrive à prendre acte de notre non-consentement ou de notre consentement et aller aussi dans sa sécurité, dans sa confiance en soi et dans son identité de ben non, aujourd'hui là, je suis une personne qui vit une situation qui me convient pas ou qui me convient et du coup, il faut que j'exprime ce processus qui se passe en moi et être en capacité de dire oui ou non, quoi. Euh, j'ai remarqué, Lorraine, que quand Mm. un espace de non-consentement n'a pas été entendu, tu vois, moi, dans mes approches corporelles, si jamais il y a un espace de non-consentement qui n'est pas accueilli et entendu, il se retourne en fait. Il va se Mm. renforcer. Soit il se renforce, soit en suivant, il se retourne contre le cadre de l'accompagnement. Ok. Et rencontrer je veux dire, de venir flirter avec l'abus, euh, on ne peut pas guérir de l'abus sans venir flirter avec. C'est une sortie de Mm. sidération, en fait. Souvent, de reflirter avec l'abus permet de sortir de l'espace de sidération, mais on le fait en conscience. Surtout dans Mm. l'espace de l'intime. Ouais, du coup, j'en viens à ma question suivante et je pense que même l'exemple que je vais donner, tu vois, ça va nous permettre Mhm. de, de, de mieux exprimer ça dans une situation concrète. Euh, si j'ai donné mon consentement au préalable Mhm. et que je pars du principe que, voilà, moi je veux qu'on respecte mon consentement, donc je dois respecter le consentement des autres. Et disons pour un date, voilà, j'ai dit que euh, j'avais envie de m'amuser, de faire des nouvelles rencontres et que j'étais bah, sous-entendue ouverte à de nouveaux plans cul. Et du coup, j'ai accepté un rendez-vous. Donc, sous-entendu, j'ai donné un consentement sur le fait que ben, on a discuté ensemble, la photo me plaît, donc ça me plaît, donc on va coucher ensemble si ça se trouve à la fin du rendez-vous. Si au final, arrivé au rendez-vous, il y a un truc qui me va pas, que je me sens redevable parce que bon, on était tous les deux consentants à l'origine. Ça peut aussi être un moment difficile de dire ah bah non en fait j'ai pas envie, désolé, je t'ai fait te déplacer, je t'ai fait manger un truc, boire un verre, faire une sortie et puis on va s'arrêter là quoi. Ça peut être super difficile. Moi j'ai pas mal de clientes qui se disent ah bah non mais je me sentais redevable, du coup bah on s'est retrouvés dans sa voiture et puis on a fait une fellation ou bah du coup on a réservé une chambre et puis on a couché ensemble et au final un peu perdu dans tout Mhm. ça. Ben, ça demande en fait de savoir affirmer, en fait, de s'affirmer pour moi, hein, l'affirmation, elle vient du je suis enfin, du je suis, quel goût j'ai dans mon bassin. Parce que quand tu es vraiment dans ton bassin, dans ton je suis à l'intérieur, dans ton premier chakra et dans ton deuxième chakra, en fait, regarde la louve ou la chienne. Moi, j'ai un chien, tu vois, quand elle n'est pas en chaleur, c'est niette, hein. C'est Mm. c'est niette. Et niette, c'est niette. Il n'y a même pas à essayer de tergiverser. Il n'y a que l'humain, en fait, qui est capable, si tu veux, voilà, de faire l'amour en dehors de sa zone de fécondité. Mais à quel prix? À quel prix? Et l'idée, ça Mm. va être vraiment de se faire confiance et que mais ça vient beaucoup plus loin. C'est comment la personne qui a dit oui au départ, finalement, elle ne veut pas prendre, comment dire, elle travestit son non en oui au fur et à mesure parce elle ne se sent pas capable de porter le poids de la culpabilité due à la frustration du partenaire. Oui, Et ouais. ben ça, c'est un apprentissage, c'est-à-dire que là, il y a des confusions et fusions.
d'espace, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre est frustré que je suis obligée de le prendre en charge. Ça demande, je dirais presque, c'est une musculature psychique. Comment te dire? Ça demande de l'entraînement. Moi, ça m'a demandé 40 ans pour arriver jusque-là, de ne pas porter le poids de la frustration de l'autre sur mes épaules. Oui, ouais, bah oui, c'est ça, parce qu'au oui. final, on a l'impression d'en devoir une, parce qu'on avait fait miroiter quelque chose à quelqu'un, et carrément, on serait prêt à aller contre son non-consentement, juste parce que on se dit, bah non, mais il faut pas qu'il se soit déplacé pour rien, il a fait tout ça pour ça, Mais et tout ça puis parce qu'il y a un quelle but, en image ça fait, donne. Lorraine. Pour moi, c'est que déjà, quand on est un date avec du sexe au bout, c'est que déjà, il y a un but. Et l'ego, lui, ne supporte pas, le personnage ne supporte pas d'aller jusqu'au bout de son objectif. Alors que si on va dans un date, peut-être en allant juste dans la rencontre, mais sans se mettre la pression du sexe, de se dire on se laisse le temps, mais tout ça, ça se prépare avant la rencontre en vrai. Elle dit voilà, moi j'ai besoin de prendre mon temps, on parle encore de la notion de temps, j'ai besoin qu'il y ait un espace, qu'on prenne le temps pour se rapprocher, pour se découvrir, pour se connaître, pour que quand on arrive à notre date, qu'on ne soit pas dans cette pression du sexe. En fait, je pense que les réseaux sociaux, la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, nous met dans une précipitation ou de consommation où forcément on doit arriver au cul dès le premier soir. Je ne suis pas contre, mais c'est dans quel état, tu vois? Et le fait de prendre son temps, et si justement on apprenait à prendre notre temps, à aller à notre rythme et puis inviter peut-être l'autre dans notre propre rythme. Je pense que une relation écologique, c'est quand on arrive justement à accorder nos rythmes et pas qu'il y en ait un qui se sentent obligés de subir le rythme de l'autre. Oui, complètement. Et puis on en revient aux 3 clés dont tu parlais tout à l'heure, au final, qui permettent de dessiner un environnement favorable au consentement. Pour moi, tu vois, par exemple, si je ramène ça dans ma profession, quand une femme vient se découvrir ici en présentiel dans un toucher conscient consentant périnéal, en fait, avant, on œuvre 3 heures de temps ensemble à distance. On prend le temps, nos inconscients, nos vibrations, on prend le temps ensemble de faire connaissance, de voir comment ça match, comment ça fonctionne. Bon, déjà, il y a un rendez-vous découverte. Moi, j'arrive quand même à percevoir, goûter si c'est ajusté, si ça va être juste à la fois pour elle et à la fois pour moi, parce que j'ai pas non plus envie de me retrouver face à une énergie qui va être plus, comment te dire, lourde et qui va me demander une perte d'énergie plutôt qu'un gain d'énergie. Moi, je travaille énormément comme cela. Donc, je veux pas je veux pas avoir d'effort de sauvetage, je ne sauve personne. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment ça, on crée le lien, on tisse une relation et quand elle vient en présentiel ici, il y a déjà quelque chose qui a été tissé. Oui. Et forcément, il se passe quelque chose parce que ce temps-là, je dis toujours que le temps, c'est de l'amour et du respect. Eh bien, c'est là où peuvent se révéler, où peuvent venir à la surface des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je pense que dans une relation amoureuse, que ce soit LGBT, cis, trans, enfin, on s'en fiche finalement, dans toutes les formes de relations humaines, pour moi, c'est hyper important de prendre ce temps de savoir différencier mon espace de celui de l'autre et de tisser un lien de communication vivante et consciente pour amener à ce consentement conscient et vivant entre les deux. Le problème, c'est notre société. Ouais, je pense que c'est la base en effet. Et j'en viens justement sur le problème, c'est notre société, à une question. Est-ce que tu connais ce que c'est le CNC? Alors je vais t'expliquer, mais Vas-y. pour surtout nos auditeurs et auditrices, c'est 3 lettres qui veulent dire consent, no consent en anglais, donc le non-consentement consenti. C'est un consensus où tu vas dire à ton partenaire, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit
même la nuit, si je dors, t'as le droit de me kidnapper, t'as le droit de me violenter, t'as le droit de me violer pour dire le mot. Moi, j'aime pas les tabous. Euh, et vraiment donner carte blanche à la personne, pas de consentement. On consent au fait qu'on n'a pas de consentement à donner. On consent au fait qu'on ne donne pas de limite à l'autre et que il a carte blanche. C'est beaucoup pratiqué dans le BDSM. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup de personnes dans le BDSM qui aiment ces scénarios un peu à risque, ces scénarios violents de ah bah je vais me faire kidnapper, mettre dans le coffre d'une voiture et puis je ne saurai pas ce qui va m'arriver, ou qui aiment la surprise et être chopé dans un coin de rue et puis forcé à faire des actes sexuels parce que ça fait partie aussi des fantasmes pornographiques qui sont véhiculés aujourd'hui. Moi-même, ça m'est arrivé de donner mon consentement de façon ouverte à mes partenaires en mode non, non, mais tu peux le faire même quand je dors, il n'y a pas de souci. Et tu vois, moi, personnellement, au final, j'ai donné mon consentement et vraiment parce que c'était un de mes fantasmes. Je trouvais ça hyper sexy. Et puis un jour, c'est arrivé. Je me suis réveillée alors qu'on était en train de coucher avec moi. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu parce que j'étais pas du tout dans ce truc-là. Je venais de faire un cauchemar. Et ça se trouve, le cauchemar a été déclenché par cet événement. Parce qu'on sait que les rêves, c'est quelques secondes au moment du réveil, hein. Et du coup, je l'ai hyper mal vécu. Je l'ai vraiment vécu comme un viol, parce que j'étais vraiment pas consentante. Mais est-ce que toi, tu connaissais cette pratique? Alors, je connais le BDSM, mais moi, je connais le BDSM avec des mots-clés. Ou si tu veux, il y a toujours quand même les safe words qui sont quand même prononcés pour donner une limite. En fait, pour moi, quand il n'y a plus de limite, on est en danger total. Ouais. Voilà. Déjà, pour moi, quand il n'y a pas de limite, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la sexualité, tu vois, quand on est dans la structure, tous azimuts, c'est danger. Moi, pour moi, c'est warning, 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 warning. Pour moi, si tu veux, les personnes qui sont là-dedans, elles sont soit addictes à l'adrénaline, et c'est OK, Mm. c'est-à-dire qu'elles sont tellement pas dans leur corps qu'elles ont besoin de ce shoot d'adrénaline, c'est-à-dire pour moi, ça revient à l'enfance, hein. Souvent, on reproduit, si tu veux, une sexualité. La sexualité que l'on vit a été conditionnée par les 7 premières années de notre vie. Oui. Ben oui. Donc, l'idée, c'est de comprendre, est-ce que j'ai vécu sous adrénaline dans mon enfance avec, par exemple, est-ce que j'ai été battue? Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont vécu des violences dans l'enfance et dont ils ont besoin de repasser, si tu veux, par cette violence-là pour se sentir aimé, pour se sentir désiré, etc., etc. Tu vois, moi, j'ai pas de Mm. point de vue là-dessus, mais je pense qu'on peut aussi déclencher, pour en avoir accompagné, l'ocytocine, qui est Oui. l'hormone du lien, de l'amour, tu vois, qui est celui que la maman déclenche lors de la lactation de son enfant et lors de l'accouchement, par exemple, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus englobant. Et souvent, ces Mm. gens-là n'ont pas reçu suffisamment, je pense, d'ocytocine. Il n'y a pas, voilà, il y a pas d'addiction à l'ocytocine, mais plutôt à l'adrénaline, tu vois. Euh, donc, il y a aussi le fait que faut pas confondre les fantasmes. Pour moi, les fantasmes, ça vient alimenter la tête, d'accord? Mais la réalité du corps, elle est complètement différente, hein. Bah, t'en as fait les frais, a priori. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est comme regarder un film, tu vois, quand tu regardes des choses, tu vois, il y a des gens qui vont regarder des choses très gore à la télé, Mm. tu vois, mais c'est parce que ça vient un peu comme exorciser, comme alimenter un côté très gore qui est refoulé à l'intérieur. Et ça leur permet, si tu veux, un peu de le vivre, tu vois, sur une scène de télé, massacre à la tronçonneuse, tu as du sang, de l'hémoglobine partout. Pourquoi est-ce que ces films-là existent? Parce que ça vient mettre en résonance quelque chose de nous qui est refoulé. Oui. Et voilà, et qui tout d'un coup, ça a une façon pour nous voilà, d'exorciser une forme de rage, de violence, voilà, de goûter cela. Euh, et je pense que comme tu dis, comment tu dis, le truc là, c'est quoi?
CNC, le CNC, le consentement non consenti. Pour moi, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on vit dans une société complètement sidérée et que c'est pas. En fait, c'est presque s'objectiser, c'est-à-dire que là, on est dans un refus de sujettisation à fond. Oui. C'est-à-dire qu'on se considère tellement comme un objet que c'est entretenir l'objet et l'objectisation à fond. Ça peut faire partie, si tu veux, pour moi, d'entretenir au contraire une névrose qui est certainement là à la base. C'est pas un hasard qu'on en arrive là. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, on est bien d'accord. C'est juste que pour moi, ça traduit quelque chose dans la nature. Tu verras jamais, tu vois, normalement, des animaux aller rechercher le piège du chasseur, se faire prendre la patte et dire oui, vas-y, fais-moi mal. C'est pas normal. Ça fait pas partie du cerveau reptilien mammalien, tu vois. Il y a que l'être humain, si tu veux, avec ses défaillances psychiques et ses névroses profondes, ses vides émotionnels, ses vides presque amoureux, qui est capable d'arriver dans ce genre de torture, tu vois. Et c'est OK, mais bon, de le vivre, c'est bien, sauf qu'à un moment donné, euh, peut-être qu'un extrême peut en amener un autre. Tu vois, moi, je dis toujours attention aux extrêmes. Un extrême en amène toujours un autre. Voilà. Oui, le truc, c'est que dans ce genre de pratique, souvent, alors, c'est à la mode chez les jeunes, mais en soi, je pense que ça se pratique à tout âge. J'ai aussi des clients qui ont 50, 60 ans, qui fantasment énormément sur ce genre de pratique et qui reviennent vers moi quand ils l'ont fait en mode « Ah non, mais en fait, t'avais raison, il aurait pas dû falloir que je le fasse. » Mais aussi parce que justement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la déconnexion du corps. Et ce type de pratique force à vivre l'instant présent parce que t'oblige à être dans cet état de sidération intense, de surprise, d'alerte. Et du coup, dans cette notion qu'a ton corps de merde, en fait là je suis en danger parce que au final t'as pas donné ton consentement et tu vis une situation extrême. Et puis du coup, beaucoup de personnes, là, à cet instant, se sentent vivantes. Elles se sentent exister, mais je pense, en tout cas, à mon sens, aussi par mon expérience, parce que moi, j'ai eu tout un processus autour de la violence. Comme tu dis, la sexualité, elle se définit dans les 7 premières années. Moi, j'ai vécu du harcèlement scolaire dans ma petite enfance, tirage de cheveux, coups de cahier sur la tête, etc. Mais j'ai aussi grandi dans un contexte familier violent, violent physiquement et violent psychologiquement beaucoup. Et puis du coup, après, je suis tombée en mariage avec un pervers narcissique violent. Et j'ai mis du temps à m'en défaire et à comprendre pourquoi j'étais tombée dans tout ça. Et après, j'ai été accro à la violence. Je suis allée chercher la violence parce que ça me manquait. Bien sûr. Mais du coup, c'est pas sain et c'est dur de s'en rendre compte quand on a évolué là-dedans, de se dire qu'il y a une autre réalité qui existe. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est aussi dans ce type de pratique, c'est qu'au final, on va des traumas sans s'en rendre compte parce qu'on part du principe qu'on était volontaire, alors que en fait, c'est juste qu'on ne s'est pas écouté à l'origine. C'est qu'en fait, dès le départ, je crois qu'il y a même des enfants qui naissent sidérés. On parlait tout à l'heure, tu sais, de la césarienne. Il y a des enfants qui naissent sidérés, les enfants qui sont déclenchés, on leur laisse même pas la possibilité d'avoir ce rythme-là, de sortir à leur rythme. À partir du moment où on met sur tout un système d'accouchement des choses pour l'emploi du temps du gynécologue ou les vacances de madame, etc., où on ne laisse plus la nature faire, finalement, il y a une déconnexion dès le départ, si tu veux, de ce rythme naturel. Et finalement, on arrive avec des gens qui arrivent sur cette planète en étant sidérés. Ils ont 2 ans, 3 ans, ils sont toujours sidérés. C'est-à-dire que on les plante là, ils sont là. On les plante là, ils sont là. Mais en fait, c'est comme si c'est presque des modes un peu autistiques. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là sans être là, c'est des présences-absences.
il leur faut un certain temps tu vois, pour accepter l'incarnation. Bon, il y a différentes raisons, hein, voilà, je t'en ai évoqué certaines, mais voilà, moi, j'ai rencontré des gens qui ont revécu, si tu veux, leur naissance. Moi, la première, je suis née sidérée, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que je me vois au-dessus de mon corps. Je suis pas complètement dedans. Et donc, ça va mettre du temps, tu vois. C'est les choses. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont me réancrer. L'équitation, la danse, le sport, la relation, tu vois, avec les animaux, la nature. Tout ça, ça va créer, si tu veux, un vortex, tu vois, quelque chose qui va appeler mon âme, en tout cas mon être-té, à descendre dans cette incarnation, tu vois. Et du coup, quelquefois, c'est ce que je parlais de ça hier avec une accompagnée, quelquefois, en fait, pour descendre dans l'incarnation, on a besoin de cette douleur physique. Ouais. Parce que la douleur nous ramène à je suis vivant. Si je me sens vivant, ça veut dire que je suis là. Oui, t'as ça aussi. Bah oui, totalement. Eh ben oui, c'est l'intensité de la douleur, quelquefois, c'est la façon dont le corps, inconsciemment, il peut aussi avoir pour se sentir en vie. Quand on n'arrive pas à se sentir en vie réellement avec une âme qui incarne sa matière ou quelque chose d'amoureux et de goûtu qui se sent incarné dans la matière, la douleur, l'intensité vibratoire, elle sert de point d'appui à ça. Et c'est pas mauvais en soi, c'est une façon de survivre. Il n'y a rien de mal à cela, tu vois. C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a un déclic, tu vois, un déclic qui fait que, oh putain, là, peut-être que là, dans l'intensité, c'est peut-être un peu too much. Oui. Peut-être qu'il y a peut-être autre chose de possible. Donc, il y a comme d'un coup, tu vois, une petite lumière qui dit, ah, peut-être éventuellement, il y a peut-être autre chose, tiens. Et du coup, voilà. Donc, et là, on va commencer à se poser des questions sur ces zones de consentement et de non-consentement. Moi, par exemple, quand j'ai vécu du BDSM, pour l'avoir pratiqué aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était génial. L'intensité me faisait passer dans le subspace très rapidement. J'ai une capacité à basculer de l'autre côté, mais ce qui était dangereux, c'est qu'une fois que j'y étais, j'avais du mal, en fait, à être dans la verbalisation des safe words. Oui. Une fois que tu es basculé, enfin, en tout cas, moi, il fallait pas que j'y bascule trop rapidement parce que sinon, c'était très compliqué de revenir. Oui. Oui, je comprends. C'est un état de bien-être. C'est difficile d'expliquer aux gens que finalement, c'est un état aussi de bien-être, d'être. On retourne dans l'espace sidéré, en fait. On se réfugie. Il y a quelque chose qui se réfugie. C'est presque un espace un peu spirituel. On est un peu comme inatteignable. Totalement. Ouais. Et c'est une façon d'atteindre la spiritualité. Regarde les prêtres ou tu sais, quand ils se fouettaient. Oui. Eh bien oui, ils se fouettaient. J'ai péché, donc sadomaso, allez, je me fouette, je me fais des trucs dans le dos et tout, je me fouette, je me fais mal, mais ça les amène, si tu veux, dans un flot d'hormones qui les amène à contacter un état de grâce. La douleur, finalement, amène à un moment donné à goûter cet état de grâce, sauf qu'en fait, c'est un média, c'est une façon, sauf qu'on peut accéder à ce même genre d'état sans être obligé d'avoir mal. Sauf que c'est souvent en rapport avec comment notre système nerveux de l'enfance a été formaté par ce déclenchement-là. Tu vois, pour moi, il n'y a rien de pire. Dans l'enfance, moi, j'ai été violentée aussi. Dans notre enfance, avec ma sœur, on a été violentés. On a vécu de la violence physique, avec des coups, etc. Et des humiliations. On en a vécu. Mais si tu veux, il y a quand même du lien. Même dans la violence, il y a un lien. Et on associe la violence à l'amour. La violence qui existe. Oui, totalement. Tu vois? Donc, on part déjà avec, tu vois, les dés qui sont un peu pipés. C'est ça. Mais il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un parent qui se détourne de son enfant. Parce qu'il n'y a plus de lien. L'enfant, en fait, il est abandonné, il ne s'accroche à plus rien. Donc, autant, c'est quoi dire ce que je vais dire, hein, vaut mieux à la limite un enfant qui est violenté, parce que voilà, qu'un enfant qui est abandonné où il n'y a plus de lien, parce qu'il meurt. Ah oui, ah non, mais ça c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois,
on parle de ça, mais moi, typiquement, j'ai pas de lien avec ma mère. J'ai un lien, par contre, énormément avec ma grand-mère. Parce que ma mère, je sais pas, elle a dû faire un baby blues ou quoi. Elle a fait un rejet complet de moi. Et je devais la voir peut-être 2 à 3 jours par mois. Au point où même mon école, c'était à côté de chez ma grand-mère. Je passais vraiment l'ensemble de mon temps chez ma grand-mère. Et elle était à 2 heures de route de moi jusqu'à mes 4 ans. Et après mes 4 ans, au final, elle me laissait jusqu'à 20 heures à la garderie. Enfin, elle ne me voyait jamais. Et le week-end, on était chez les grands-parents. Donc, j'avais vraiment très très peu de temps avec ma mère. Et les seuls moments que j'avais avec elle, c'était des moments violents. Ben voilà. Au point qu'on a découvert mon asthme parce que je faisais de l'asthme quand elle s'approchait à moins d'1 mètre de moi, tellement j'avais peur en fait. Mhm. Donc du coup, cet amour, ça a vraiment, comme tu dis, hein, ça a déclenché un lien chelou entre l'amour de ma maman est égal à de la violence, donc la violence c'est égal à de l'amour et C'est ça. Il y a plusieurs c'est kiff-kiff. confusions des deux, en fait. Et après, ça va être tout un travail de désarticuler les deux, en fait. Que la C'est violence et ça. l'amour sont deux concepts différents, tu vois, de les désidentifier. Moi, j'ai fait ça avec la peur et l'amour. Tu vois, c'était la même chose. Hmm. Toi, c'est bon, c'est la peur, la violence, hein, évidemment, avec le père. Donc, ça a été le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais habituée à aimer dans la peur. Ça a été, tu sais, la douche froide, tu sais, la prise de conscience. Tu te prends un taquet derrière la tête, tu te dis, oh putain, ouais, on fait comment Totalement. maintenant? C'était un peu comme ça. Totalement. Et donc, c'est toute cette dissociation-là, tu vois. Donc, apprendre à sentir son corps, à sentir ce qui lui fait du bien et non pas ce qui lui fait mal, à recréer une neuroplasticité de la douceur, tu vois, je peux t'aider, Hmm. je peux être nourrie, tu vois, et d'être dans le prendre soin. Oui. Voilà. Et ça, c'est tout un processus hein, alchimique. Et je pense que les gens qui vivent donc ce BDSM en rendant leur consentement, pour moi, il y a vraiment ce terreau à la base qui est un terreau, mais ce n'est pas une finalité en fait. L'idée, c'est que Hmm. quand tu bascules là-dedans, en général, c'est pour aller peut-être goûter des extrêmes pour te déclencher, pour revenir. On va quelquefois tirer, tu vois, très très loin la corde pour qu'à un moment donné, ça pète et il y ait quelque chose en nous comme une espèce d'alarme, un warning, tu sais, le reptilien où tu es un pronostic vital engagé presque, tu vois, C'est pour te ça. dire, putain, là, il y a là, ça va pas. Là, ça va pas. Et moi, c'est à ce moment-là que je l'écueille. Oui. C'est quand il y a eu cette. Tu vois, tant que tu es en train de tirer l'élastique, tu peux pas empêcher d'aller quelqu'un faire son tirage d'élastique et d'aller dans un Oui. extrême de conscience. C'est pas possible. Il doit vivre le truc. Moi, j'ai été obligée d'aller dans des extrêmes aussi pour me rendre compte que, bah, effectivement, on n'est pas obligé d'aller là-dedans. Voilà. Et c'est OK. Mais j'ai aucun point de vue, tu vois, sur les gens qui vont là-dedans. Je dis simplement, j'analyse simplement que derrière, il y a souvent caché plein de choses auxquelles on n'a pas accès et auxquelles on ne veut pas avoir accès, parce que ça le fait d'aller dans Hmm. ces extrêmes, ça nous anesthésie et ça nous permet de rester dans une forme de déni. Voilà, ça entretient une forme de déni, les extrêmes comme ça, il y avoir une forme de déni du goût de soi, mais du goût de son enfance, du coup du traumatisme dans l'enfance. Et à un moment donné, bah, il y a un truc, tu vois, ça peut être une rencontre ou un podcast ou une vidéo, tu vois, tout d'un coup, qui va être un déclencheur. Souvent, tu vois, il va y avoir un déclencheur qui fait que ben, Ouais. on se dit, ah putain, oui, là, peut-être qu'effectivement, on peut faire les choses différemment. L'idée, c'est pas de mettre du jugement ni de la condamnation sur les extrêmes, ni sur les zones de non-consentement que l'on consent. Hmm. C'est de faire peut-être confiance à un processus de vie qui est là, qui va dans des extrêmes, quelquefois. Regarde les tremblements de terre, je suis désolée, c'est un peu extrême quand même. Mais C'est derrière, vrai. il y a quand même... la vie trouve toujours un chemin. Voilà, Hmm. pour moi, c'est aussi de déculpabiliser les gens qui vont là-dedans. C'est une expérience. L'idée, c'est peut-être pas de rester coincé dans la machine à laver trop longtemps. Oui. Ouais. Mais du coup, pour ces personnes-là, est-ce que tu as des conseils pour aller dans son consentement, justement? Se reconnecter au corps, déjà.
mais au corps, rien que par le toucher, si tu veux. Alors, et avec la douceur. Le truc, c'est que dans ce genre de structure, en fait, pour l'avoir déjà vécu beaucoup en session avec des thérapeutes, la douceur, pour certaines personnes, c'est hyper violent. Oui, ouais, complètement. Ouais. La douceur, pour certaines structures, c'est très violent. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement habituées à être dans quelque chose du forceps, du dur, du violent, que de leur proposer quelque chose qui est complètement à l'eau, en fait, ça les met trop dans ce qu'elles n'ont jamais goûté. Tu vois, la violence est là, la douceur est là. Entre les deux, tu as un vide. Et ça, c'est hyper violent. Ce vide-là, donc c'est pour ça. Avec la douceur, c'est comment on diminue les doses déjà de violence. Non, mais tu vois, c'est comme une désaccoutumance. C'est une drogue, hein, finalement. Si tu as été habitué avec un système neuronal comme ça, c'est comment au fur et à mesure, tu vas peut-être un peu moins fort, un peu moins souvent, puis tu commences à goûter un peu autre chose. Tu vois, tu papillonnes en train d'essayer autre chose. Tiens, je vais essayer autre chose. Je sais pas, de venir peut-être goûter mon bassin d'une façon différente, ou avoir des pratiques, je sais pas, la danse, la biodanza, tu vois, je dis n'importe quoi. Tu vois, de la biodanza, des choses où tu vas appréhender ton corps, apprendre à être en lien avec quelqu'un, mais peut-être autre chose que dans la violence ou dans le sexe. Tu vas avoir d'autres façons d'être en lien avec l'autre, en dehors du couple sexe-violence, tu vois, de commencer à apprendre, à avoir un apprentissage, mais pas tout d'un coup, ça peut être lésionnel. J'ai vu des accompagnés, c'était douloureux de goûter la douceur parce que ça les ramène à ce vide, à cette avidité, presque ce désespoir d'avoir crevé la dalle, la bouche ouverte, quantité de désamour épouvantable, tu vois. Donc, on y va tout doux. Oui, faire face à cette absence, devoir la regarder, c'est quelque chose de super dur. Oui. Et au final, c'est aussi important du coup de ne pas avoir de rancœur par rapport à tout ce qu'on a vécu et de se projeter vers l'avenir et de se dire que à partir du moment où on a fait le premier pas, on va pouvoir aller vers plus de douceur. Douceur qu'on n'a pas eu avant et qu'on cherche aujourd'hui. Absolument. On y va petit pas par petit pas. C'est pour ça que je te dis que le temps, c'est de l'amour. Par rapport à cela, tu vois, j'ai beaucoup de femmes, des thérapeutes qui viennent ici donc en processus d'intégration des zones de consentement et de non-consentement. Et elles arrivent, tu vois, par exemple, avec une idée ou un fantasme de là où elles en sont. Et quand elles découvrent leur réelle zone de consentement et de consentement, jusqu'à quel point finalement, elles ont toujours été trop vite, elles ont laissé faire. Elles ne se connaissaient pas. Donc, elles ne se connaissant pas, eh bien, elles ont laissé faire l'autre mieux qu'elles. Donc, en fait, elles se rendent compte, tu sais, c'est très confrontant de se rendre compte à quel point on ne s'est pas respecté. C'est très confrontant. Mais c'est pas une prise de conscience intellectuelle, on n'en est même pas là. Là, c'est le corps, d'un coup, qui t'amène à goûter ce mécanisme de non-respect dans lequel tu as baigné pendant toute ta vie. Et tu vois, de rencontrer tes zones de consentement. Je fais ça parce que pour moi, les zones de consentement et de non-consentement, elles ne sont pas forcément dans le corps. Elles sont d'abord à l'extérieur. Voilà, donc, c'est des bulles. Voilà, c'est des bulles, on a dans des couches, tu vois, plouc, plouc, plouc. Et le fait de pouvoir goûter cela, c'est énorme. C'est énorme, ça change tout. Moi, par exemple, quand quelqu'un travaille sur moi, sur mes zones de consentement et de non-consentement, la thérapeute, en tout cas l'accompagnante, elle doit, si tu veux, elle ne peut pas bouger tant que je ne lui ai pas donné mon accord. Et c'est centimètre par centimètre parce que je sens tout. Ok. Je sens tout. Et je sens son mouvement vibratoire, tu vois. Donc, voilà. Et très souvent, comme les gens ne sont pas toujours affûtés comme moi, par exemple, si je suis en train sur une couche, de sentir un espace, tu vois, dans lequel il y a encore une mémoire et que je rentre en processus avec, si je commence à rentrer en processus avec et l'autre, elle commence à bouger, c'est-à-dire qu'elle m'a donné un point d'appui dans la vibration.
Elle me donne un point Mm. d'appui, ce point d'appui m'informe, me donne une information à la fois corporelle et à la fois émotionnelle. Et là, si elle commence, elle, à bouger dans tous les sens, mais en fait, je perds l'information. Oui, bah oui, Ah oui, complètement. donc l'idée, c'est qu'elle reste en point d'appui. Un point d'appui, tu sais, c'est quelque chose qui est ajusté. Mm. Et donc, elle me permet de me révéler là. Voilà, Ouais, et c'est c'est moi, intense, hein. et c'était toute la souffrance dans ma vie de trouver des thérapeutes qui sont capables, si tu veux, que ce soit physiquement dans les techniques manuelles ou dans l'accompagnement psychique, de rester dans ce point d'appui où ça n'a pas besoin de parler, ça n'a pas besoin, le thérapeute n'a besoin de rien faire. Mm. Il est juste présent, disponible, comme un révélateur, un point d'appui dans lequel je me révèle. Et moi, c'est ce que je transmets, en tout cas dans mes groupes d'accompagnement, qui fait que quand tu connais, quand tu arrives à te reconnaître dans ta sensibilité, dans tes zones de consentement, dans ta structure de millefeuille, de millefeuille, mais forcément, tu arrives à être beaucoup plus ajusté dans ta posture d'accompagnant. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un, Ouais, 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 complètement. tu vois. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Ah écoute, je sais pas. Euh, ouais, revenez dans votre bassin. Hommes et femmes, Mm. la conscience dans le bassin, je le dis tout le temps, c'est la clé de voûte vraiment de l'intégrité, de l'autonomie, de l'empuissancement personnel, de la rencontre. Si on y croit en Dieu, c'est la rencontre avec Dieu, c'est pas dans la tête ni dans le cœur, c'est vraiment en bas, dans le bassin. L'essence et le noyau divin se font vraiment ici au niveau du coccyx, du sacrum. Et honnêtement, c'est un enchantement que de venir découvrir sa divinité en bas. Voilà. Trop bien, hyper puissant ce que tu viens de partager. Merci beaucoup, merci infiniment pour cet échange riche et passionnant, intense aussi à certains moments, j'ai trouvé. C'était super. Merci à toi, Lorraine. À tout bientôt. Oui.